Alors bonjour à tous, merci d'assister à la conférence de Mewen Michel sur face aux limites planétaires et penser low-tech. Je vous présente Mewen. Mewen est un jeune ingénieur. Il a travaillé quelques années dans la voiture autonome et il a décidé de quitter la high-tech pour aider en fait au développement des technologies durables et résilientes. Euh, il agit et il sensibilise sous deux formes, en faisant des vidéos et en étant un ingénieur, justement. Du coup, Mewen, je vous laisse vous présenter et commencer la conférence. Bonjour tout le monde. Alors je voulais commencer par un petit exercice de projection. En fait, vous donner un petit aperçu de ce dont j'aimerais que le futur soit fait, ça pour donner le ton. Pour moi, le futur, c'est des villes à taille humaine où tout est accessible à pied en quelques minutes. Le marché, le médecin, le travail, les restos quand ils seront ouverts, les potes. C'est une diversité d'animaux et de plantes partout. Des hérissons dans votre jardin, un parc pas loin, des champs bariolés, où les haricots s'appuient au maïs en échange de minéraux pour pouvoir pousser. C'est des maisons confortables, pas chères, économes, faites avec des matériaux locaux, du bois, du chanvre, de l'argile. C'est aussi des rues remplies d'enfants, de vélos et de petits magasins. Et enfin, c'est du lien. C'est des gens qui se prêtent du matériel de bricolage, qui échangent des confitures contre une caisse de tomates du jardin, qui réparent ensemble, qui font la fête. Pour moi, le futur, ça n'est pas des voitures volantes, des produits fabriqués à l'autre bout du monde, des champs immenses, des robots. L'humanité ne déménagera pas sur Mars. Les voitures ne se conduiront pas toutes seules. Il n'y aura pas de viande à tous les repas, un nouveau vêtement toutes les semaines, un nouveau téléphone tous les 2 ans. Et je vais vous expliquer maintenant ce qui m'a fait arrêter de croire ça. Je voulais commencer par un petit récap des soucis qui nous pendonnaient. Et en premier, je voulais vous parler de biodiversité. On est actuellement dans la 6e extinction de masse, a priori. La dernière fois, c'était il y a 66 millions d'années, c'était pas hier, et c'était les dinosaures. L'extinction des espèces actuelles est 100 à 1000 fois plus rapide que la disparition des dinosaures. Et ça, cette extinction, ça implique la perte de services écosystémiques. Les services écosystémiques, ce sont tous ces petits services, ou grands services d'ailleurs, que la nature nous rend, à polliniser les plantes qu'on cultive, à nous permettre d'avoir de l'eau douce potable, à nous fournir du bois pour la construction, des molécules pour la pharmacopée. Ce sont tous ces services-là, ce sont des services qui ne peuvent pas être rendus sans des écosystèmes riches et une diversité d'espèces. Donc là, la question, c'est pas vraiment tant que ça de sauver la Terre ou de sauver la nature, en fait. La question, c'est plutôt de sauver nos fesses. Parce que les plantes, les animaux survivront, en fait, si l'homme disparaît. Mais peut-être que les impacts qu'on a pourraient nous faire disparaître. Deuxième enjeu du siècle dont je voulais vous parler, ce sont les ressources non renouvelables. Là-dedans, je mets les énergies fossiles et les minerais. Par exemple, au niveau des énergies fossiles, il faut savoir que, contrairement à ce que vous pouvez croire, il y a une très grande majorité, il y a presque 90% de l'énergie consommée en France qui est d'origine non renouvelable. Donc ça prend en compte l'énergie utilisée pour faire de l'électricité, mais aussi pour le transport, pour la transformation du ciment ou du métal, etc. Le problème des ressources non renouvelables, les problèmes des ressources non renouvelables, qu'on peut appeler aussi critiques, à certains points de vue, c'est si ça pollue à l'extraction, ça peut créer beaucoup de problèmes. Si c'est critique aussi si on ne sait pas s'en passer. Ça peut être l'exemple de l'indium, un minerai très rare et peu connu, qui est en fait indispensable pour fabriquer des écrans. C'est le seul métal qui est à la fois conducteur et invisible pour pouvoir faire des écrans tactiles, par exemple. Donc voilà, c'est critique si on ne peut pas s'en passer. Et c'est aussi critique si on arrive au bout des réserves existantes. Et les réserves, c'est ce qu'on est capable d'aller chercher.
ce qu'on est capable d'un point de vue énergétique. Est-ce qu'on met plus d'énergie, enfin moins d'énergie à aller chercher un baril de pétrole que ce qu'on extrait? Est-ce qu'on est capable, d'un point de vue technologique, d'aller le chercher? Est-ce qu'on n'est pas capable aussi, d'un point de vue financier? Est-ce que c'est rentable d'aller chercher ces réserves? Et donc tout ça, tous ces soucis des ressources critiques font que, et la vitesse à laquelle on les consomme, font qu'on devrait arriver dans les années qui viennent à des pics de production. C'est-à-dire que l'offre va continuer d'augmenter et la demande, par contre, non, faux. La demande va continuer d'augmenter, mais l'offre, elle pourrait baisser. Et a priori, c'est en train d'être le cas pour le pétrole. On est en train de passer le pic de production de pétrole. Le pic de production de pétrole conventionnel est déjà passé depuis 2008. Maintenant, on marche avec le pétrole non conventionnel, mais il n'y en a pas des tonnes. Et on est en train de passer ce pic-là. Ça pourrait aussi être le problème du phosphate dans l'agriculture, donc une ressource non renouvelable qui est indispensable à l'agriculture occidentale. Ça peut être le sable pour la construction, qui est un sable très particulier. Ça peut être donc l'indium, je l'ai dit, le cadmium, par exemple, pour les batteries. L'antimoine, qui permet d'inifuger des matériaux. Mais même des éléments qui sont beaucoup plus connus, comme l'argent ou le cuivre, qui pourraient venir à manquer. Le problème en plus, c'est que toutes ces ressources non renouvelables ne sont pas forcément recyclables. En fait, le recyclage peut être impossible, soit parce qu'on est dans une économie en croissance. Une économie en croissance fait qu'on a toujours besoin de plus de matière. Donc, dans une économie en croissance, on ne peut pas faire un recyclage complet. En plus de ça, il y a certains plastiques, par exemple, qu'on ne peut pas refondre. Et il y a certains éléments qu'on disperse dès la fabrication. C'est le cas de certains métaux qui sont mis en toutes petites particules dans les cosmétiques, par exemple, ou dans les peintures, et qui sont complètement impossibles à aller rattraper après, à moins d'aller gratter sur les murs pour récupérer la peinture, mais c'est quand même un petit peu compliqué. Voilà, donc le recyclage, c'est le problème, ne va pas nous sauver de ce point de vue-là. Biodiversité, ressources non renouvelables, je ne vous ai pas encore parlé de ce que vous connaissez probablement le mieux. Le climat, le changement climatique vient là-dessus en plus mettre son grain de sel. Si on voulait un climat stable, il faudrait que chaque humain émette au maximum 2 tonnes d'équivalence CO2 par an. Actuellement, un Français moyen est à 12 tonnes, ce qui est un poil plus. Il va falloir réussir à réduire. Je vous ai mis sur la droite de l'écran l'empreinte, la répartition de l'empreinte moyenne d'un Français. Donc c'est beaucoup dans les transports, c'est beaucoup dans l'alimentation, dans la construction, et il y a aussi une partie indirecte de l'agriculture qui est liée à la déforestation. Bref, voilà. Mewan, je me permets, vous n'avez pas partagé votre écran. Ah bon? Oui. Aïe. Tout ce que je raconte depuis le début, vous ne le voyez pas. Quelle tristesse. Hop. Alors, bon, du coup, je vous remets les slides rapidement. La biodiversité, extinction de masse cause la disparition des services écosystémiques. Les ressources non renouvelables, donc 87% de l'énergie en France est non renouvelable. Le problème qu'on va arriver au pic de production et qu'en plus, on ne peut pas facilement recycler. Et du coup, effectivement, si vous n'avez pas le graphe du changement climatique, enfin de l'empreinte du français moyen, ça ne va pas vous aider. Voilà, vous avez la répartition maintenant des 12 tonnes. Tout ça, alors soit vous pouvez aller lire les sources, vous les aurez là, les sources qui sont en bas de l'écran, qui sont forcément un peu pointues. Sinon, il y a des ateliers comme la fresque de la biodiversité ou la fresque du climat qui permettent d'approfondir ces sujets-là. Donc, tous ces problèmes qui nous ont donné, ces enjeux du XXIe siècle, en fait, on en connaît les causes. On sait que c'est d'origine anthropique. C'est d'origine humaine. On n'a pas forcément le détail de tous les petits mécanismes internes de ces fonctionnements, mais on connaît les grandes lignes. Donc, on peut agir.
Et moi, en tant qu'ingénieur, la question que je me pose, c'est donc quel rôle a la technologie là-dedans? Comment est-ce qu'on peut faire de la technologie de manière durable? Et pour répondre à ces soucis, on va regarder du côté de la low-tech. Alors, la philosophie low-tech, en 2 mots, c'est faire mieux avec moins. Mais du coup, je vais vous expliquer un peu plus longuement. On peut la définir en 3 questions. La première question, c'est de savoir est-ce que ce qu'on est en train de faire est utile? Est-ce que ça répond à un besoin identifié sur le terrain? Et aussi, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça a des externalités qui sont positives? Le deuxième critère, vous allez vous en douter, c'est que ce soit durable. À la fois dans le sens que la solution qu'on va développer dure dans le temps, soit costaud, mais en plus, savoir si c'est durable d'un point de vue écologique. Est-ce qu'elle a des impacts écologiques faibles, à la fois les destructions qu'elle implique, les pollutions qu'elle implique, les ressources qu'elle consomme, l'énergie qu'elle consomme, et ça dans tout son cycle de vie. Il faut aussi prendre en compte l'énergie grise, donc l'énergie de fabrication, les ressources qui sont consommées en amont de l'utilisation de l'appareil. On a tendance à se concentrer sur la phase d'utilisation, et pour certains appareils, comme le numérique, ou comme la voiture électrique, par exemple, les impacts sont en fait en amont et en aval de la durée de vie de l'appareil. Dernier critère pour que ce soit durable, il faut aussi que ce soit humainement soutenable, c'est-à-dire que les structures sociales et les traitements humains qui sont impliqués par notre solution doivent pouvoir être pérennes dans le temps. Donc ça implique un respect des droits de l'homme et un traitement équitable des partenaires. Alors donc utile, durable. Le troisième critère va nous permettre en fait que la low-tech ne soit pas juste réservée à une élite. On a besoin qu'elle puisse être démocratisée, qu'elle puisse être déployée à grande échelle. Et donc le troisième critère de la low-tech, c'est qu'elle soit durable. Non, faux, qu'elle soit accessible, pardon. Et qu'elle soit accessible à la fois en termes financiers, très basiquement, qu'elle soit abordable. Alors, ce n'est pas forcément le prix le moins cher, mais en tout cas, que ce soit accessible financièrement. C'est aussi accessible dans le sens qu'on peut se l'approprier facilement. C'est-à-dire que ce n'est pas complètement une boîte noire et ça peut être réparé facilement, par exemple, ou ça peut être construit soi-même. Ça peut éventuellement impliquer de devoir acquérir un geste ou de gagner en savoir-faire, voire d'avoir un métier dédié à ça. Et dans ce cas-là, eh ben, on ne va pas pouvoir tout faire tout seul. On ne va pas pouvoir être spécialisé, savoir tout faire. Il va falloir qu'il y ait des métiers qui s'y dédient ou des gens qui passent une partie de leur temps à vraiment bien maîtriser ces savoir-faire-là. Donc, ça implique de ne pas rester tout seul. Il va falloir créer du lien, de l'entraide pour justement partager ce que chacun sait faire et construire des collectifs, que ce soit avec vos voisins, localement, en association, etc., pour réussir à accomplir des projets plus low-tech. Et une fois qu'on a réussi ça, eh ben, on améliore l'autonomie des collectifs. À quelques personnes, on améliore sa résilience, sa capacité à résister au choc. Donc voilà, la petite définition de la low-tech, c'est qu'elle soit utile, durable et accessible. Et donc, je me pose toutes ces questions-là, en fait, avant de développer une idée. Petit point ici, vous voyez que c'est plus une approche qu'une technologie en soi. Je vais vous donner des exemples, ça pourrait être plus clair. Premier exemple, les panneaux solaires thermiques. Alors ça, c'est tout bête, c'est des matériaux noirs qui captent la lumière du soleil, pas la chaleur, pour la transformer en chaleur et chauffer soit les bâtiments, soit l'eau chaude sanitaire. Ça peut remplir une grande partie en fait des besoins énergétiques d'un logement. Et ça coûte quelques centaines d'euros à la fabrication en autoconstruction. Si on fait de la récup, ça en coûte encore moins. Ça fonctionne même l'hiver, même dans le nord de la France. Il y a probablement besoin d'un petit chauffage d'appoint, mais ça peut remplir 80% des besoins énergétiques d'un foyer. C'est quelque chose qui est très développé dans d'autres pays, notamment en Chine. Alors là, c'est avec plutôt des panneaux solaires plus high-tech,
des panneaux solaires thermiques plus high-tech, mais sans qu'ils soient photovoltaïques, on peut faire de la chaleur avec du soleil, et voilà. Et donc ça, c'est beaucoup plus low-tech. Une autre low-tech, qui est là du coup plus une approche, l'approche low-tech de l'industrie, ce serait l'industrie artisanale, c'est-à-dire que on limite le transport, on fait de l'industrie en circuit court, on est plus artisan qu'ouvrier. Alors ça implique plus de travail humain, plus d'emplois. Et en fait, c'est de l'artisanat dans lequel on a gardé les bons effets d'échelle de l'industrie. Donc c'est utile parce que ça permet de se nourrir, ça permet de se loger, ça permet de se laver là par exemple. C'est durable parce qu'on a très peu de transport, parce qu'on fait attention aux ressources qu'on a. En plus, on est proche des producteurs, donc on sait comment ils travaillent. Et en plus, c'est accessible parce que, justement, en ayant gardé les bons effets d'échelle, on a quelque chose qui est, oui, c'est ça, accessible financièrement et à un maximum de gens. Ça peut être l'exemple de la bière, c'est-à-dire que pendant quelques dizaines d'années, on a perdu les petites brasseries locales qui existaient auparavant. C'est quelque chose qui se redéveloppe. Vous avez maintenant la petite bière du coin où vous pouvez limite connaître le brasseur et vous savez où est-ce qu'est la brasserie. Je vous ai aussi mis l'exemple du savon. En fait, il n'y a pas besoin d'une grosse usine pour faire du savon pas trop cher, un bon savon pas trop cher. On peut avoir une savonnerie, un petit atelier de quelques personnes et en avoir des milliers éparpillés partout en France, en fait. Je vous ai aussi mis l'exemple de la farine, parce que ces quelques dernières dizaines d'années, en fait, il y a eu des innovations sur les petits moulins, les moulins à meule de pierre, il y a du coup beaucoup. On a réussi à faire que leur rendement était similaire au rendement des grosses usines. Donc en fait, on pourrait très bien avoir des petits producteurs de farine locaux, et donc on pourrait aller chercher dans son hameau son sac de farine. Bon bref, c'est quelques exemples. Il peut y avoir aussi les meubles, où les menuisiers feraient des petites séries de meubles plutôt que d'aller fabriquer des meubles en Asie. Ça peut être le cas des pâtes alimentaires aussi, les isolants pour le bâtiment. Bref, voilà. C'est ça ce que j'entends par industrie artisanale. Autre exemple. Le vélo, pas juste pour le tourisme. Ça peut être pour transporter de la nourriture, du matériel, les enfants, déplacer mémé. Mais pas que, ça peut être aussi d'un point de vue professionnel. Il y a de plus en plus de cyclo-entreprises en France. Là, la photo que je vous ai mise, c'est une épicerie en région parisienne, mais je connais aussi un plombier à Nantes, ici à Rouen, je connais une entreprise qui fait du déménagement et de la livraison. L'avantage du vélo, s'il faut le redire, c'est qu'au lieu de déplacer 1,5 tonne de métal pour 100 kg à tout casser de bonhomme, le vélo, ça nécessite quelques dizaines de kilos de véhicules pour beaucoup plus de charges utiles et de personnes transportées. Donc, vachement malin. Ensuite, je voulais vous parler des potagers à grande échelle. Là, les photos que je vous ai mises, ce sont des datchas. C'est les potagers qui existent en Russie, qui datent de l'époque soviétique, mais qui existent toujours. Actuellement, 40-50% de la population russe possède des petites surfaces agricoles comme ça, en proximité, en périphérie des villes, pour produire leurs fruits et légumes. Ça ne remplace pas les maraîchers, mais ça permet d'améliorer grandement la résilience alimentaire des territoires. C'est-à-dire qu'en cas de pépin, si le système alimentaire classique est grippé, est bloqué pour une raison ou pour une autre, eh bien les gens peuvent manger quand même. Et ça a beaucoup servi pendant les guerres en fait en Russie. Et voilà. Du coup, c'est quelque chose qui est complètement low-tech. C'est utile, ça permet de manger. C'est durable. Souvent, c'est de l'agriculture écologique qui demande du coup peu de transport en étant à proximité des villes. Et c'est accessible. Les connaissances peuvent être acquises. On a besoin d'une fourche et d'une houe. Si on s'y met, on y arrive. Dernier exemple que je voulais vous montrer, le four solaire. Là, l'idée est simple. À l'aide de miroirs, on concentre les rayons du solaire sur un four. Et comme ça, on va pouvoir, comme Arnaud là sur la photo, on va pouvoir cuire du pain
sécher des grains ou torréfier des grains. Ça peut être fait à échelle individuelle complètement, mais ça peut aussi être fait justement en tant qu'entreprise, en tant qu'artisan solaire, là, comme Arnaud de Néoloco, qui est en Normandie. Donc ça marche même avec le soleil normand. Voilà, bon, je pourrais vous en donner d'autres, mais là, ce que je voulais juste vous donner un petit aperçu de ce que peut être la low-tech. Et maintenant, je voulais vous donner quelques pièges à éviter. Parce qu'en fait, sur le chemin de la low-tech, en voulant développer la low-tech, vos efforts pourraient avoir des comportements inattendus qu'il vaut mieux anticiper. Dans ce genre-là. Est-ce que vous connaissez l'effet rebond? L'effet rebond, c'est ce qui va faire. Alors, vous avez peut-être, il y en a peut-être parmi vous qui ont suivi la conférence de Philippe Biwix hier soir. Il a très bien expliqué déjà ce qu'était l'effet rebond. Je vais vous donner un autre exemple si vous ne connaissez pas. L'effet rebond, c'est ce qui fait que quand vous allez économiser de l'espace, du temps, de l'énergie, de l'argent en faisant une innovation, en étant plus efficace, cet espace vide-là va avoir tendance à se combler. Vous pouvez avoir un effet rebond partiel, c'est-à-dire que les gains que vous espériez ne vont pas être atteints. Vous pouvez avoir un effet rebond total, auquel cas vous avez le même impact qu'avant, mais vous avez mis beaucoup d'efforts. C'est ballot. Ou alors, ça peut être pire, vous pouvez avoir un effet de backfire, donc un effet de retour de flamme, qui fait qu'en ayant gagné de l'efficacité et en ayant économisé, vous vous retrouvez au final à dépenser plus. Ça arrive souvent, et c'est ce qui s'appelle le paradoxe de Jevons, qui est donc un paradoxe qui a été découvert il y a déjà 200 ans. Et donc, il vaut mieux le savoir en fait en amont. Un exemple d'effet rebond, alors il y en a des tonnes, des effets rebonds. Philippe Biwix, hier soir, en a donné plusieurs. Là, je vais vous en donner un autre, par exemple, dans les transports. Depuis 30 ans, on a énormément amélioré l'efficacité des moteurs dans les transports. De manière assez incroyable, on a gagné 20 à 30% d'efficacité. Génial. Mais, dans le même temps, on a transporté plus de marchandises, plus de personnes, sur plus de kilomètres, dans des voitures qui sont plus puissantes, plus lourdes, il n'y a qu'à voir le développement des SUV. Ça fait qu'on a un effet rebond de 100%. Les émissions sont les mêmes, voire plus élevées qu'elles n'étaient il y a 30 ans, alors qu'on a beaucoup gagné en efficacité. Donc là, on s'est pris l'effet rebond en pleine face, on a mis énormément d'efforts pour peu d'impact. Deuxième piège dans lequel vous pouvez tomber, ce sont les ordres de grandeur, les soucis d'ordre de grandeur. Alors là, pour le coup, désolé, mais faire le ménage dans ses mails, éteindre la lumière, utiliser le dark mode sur son téléphone, utiliser une brosse à dents en bambou, c'est sympa, c'est pas trop difficile, mais l'impact est anecdotique. Donc avant de vous fatiguer à faire quelque chose, faites des petits calculs d'ordre de grandeur pour voir ce que ça vaut. Est-ce que ça a un intérêt proportionnellement à mon impact global, par exemple? Un exemple de souci d'ordre de grandeur, c'est ce qu'on veut faire maintenant pour le transport, par exemple. On veut passer tout le transport, tout le secteur des transports terrestres, en électrique et en hydrogène. Alors l'hydrogène produit à base d'électricité, donc en gros, tous les transports devraient découler d'électricité d'une manière ou d'une autre. En fait, pour pouvoir faire ça, d'un point de vue de la quantité d'énergie nécessaire, il faudrait produire en France 2 fois plus d'électricité que ce qu'on produit actuellement. Ça veut dire 2 fois plus de centrales nucléaires, 2 fois plus d'éoliennes, 2 fois plus de barrages hydrauliques. Enfin bref, c'est pas sûr du tout qu'on y arrive. Donc voilà, mais ça valait quand même le coup de faire un calcul d'ordre de grandeur. Troisième piège dans lequel vous pouvez tomber, mais il y en a d'autres, c'est l'effet parc. Alors ça, je vous ai parlé tout à l'heure d'énergie grise et des impacts à la fabrication et en fin de vie. C'est là en fait où intervient l'effet parc. Là, je vais prendre aussi un exemple dans les transports. Les voitures électriques, par exemple, je vous l'ai dit, ont un impact très fort en début de leur vie. Du coup, question, est-ce qu'il vaut mieux conserver le parc actuel de voitures thermiques qui polluent à rouler, ou est-ce qu'il vaut mieux tout jeter et construire de nouvelles voitures électriques pour les remplacer? C'est une vraie question, et la réponse, elle n'est pas blanche ou noire. Et c'est ça l'effet parc, en fait. C'est comment est-ce qu'on va réussir à déployer assez rapidement une nouvelle technologie, à remplacer l'existant, sans
par ce changement, augmenter l'impact. Dans le cas des voitures, on peut alors soit éviter de forcer le renouvellement du parc, accélérer artificiellement le renouvellement du parc, ou alors on peut forcer le renouvellement vers un moyen de transport où le gain est plus significatif, le vélo par exemple, pour les transports, pour les trajets urbains. Un autre exemple d'effet parc, dans l'habitat. Prenons le parc de passoires énergétiques en France, des maisons mal isolées. Est-ce qu'il vaut mieux remplacer toutes ces maisons-là par des maisons BBC, bâtiments basse consommation, ou est-ce qu'il vaut mieux ne rien faire? Ça paraît bizarre comme question. En fait, la construction d'une maison BBC équivaut à l'énergie nécessaire pour le chauffage d'une maison peu efficace pendant 50 ans. 50 ans de chauffage d'une maison peu efficace, c'est l'énergie grise de la maison BBC. Donc dans ce cas-là, on va plutôt se tourner vers la rénovation, vous vous en doutez, ou alors on va pouvoir mettre des contraintes supplémentaires sur les matériaux pour éviter les matériaux à impact comme le béton, par exemple. Voilà. C'était quelques pièges dans lesquels il faut éviter de tomber. Vous voyez donc que la low-tech, c'est une approche assez nouvelle, mais en même temps, c'est un mix de savoir ancien et moderne. Et surtout, c'est une approche qui dit que la solution n'est probablement pas technologique. Des fois, l'innovation va en fait être une innovation sociale ou une innovation organisationnelle. Et donc, c'est plutôt l'approche de la recherche de la solution à un problème qui change. Et cette approche-là, elle va demander à questionner son rapport à la consommation, par exemple. Elle va demander à se réapproprier des savoir-faire. Elle peut aider ou elle peut créer la recherche d'un sens dans son travail. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de choses encore à inventer. Là, ce que vous vous dites maintenant peut-être, c'est qu'est-ce que je peux faire dans tout ça? Si vous êtes plutôt les mains dans la technique, montez votre propre affaire, allez installer des chauffages low-tech, par exemple. Si vous êtes plutôt du genre à raconter des histoires, partagez un nouveau récit où on ne va pas sur Mars, mais où on vit bien là sur le plancher des vaches. Si vous êtes plutôt dans les concepts, trouvez ce qui va pouvoir faire basculer les gens ou trouver le nouveau système économique qu'on pourrait adopter. Si vous êtes ingénieux, inventez des technolotech. En tout cas, en tant que métier, en passe-temps, dans une asso, vous pouvez agir. Moi, c'est mon boulot, c'est ce que je fais tous les jours. Je partage la philosophie low-tech. Et pour ça, je suis ingénieur, donc animateur d'atelier et vidéaste. Voilà. Merci de votre écoute. Et on peut passer aux questions si vous en avez. Vous avez le lien sur cette dernière slide qui vous permet de retrouver les slides en ligne, si vous avez besoin. Merci Mawen pour ce diapo très instructif. Du coup, maintenant, on va passer à la session questions et réponses. En premier lieu, nous avons quelques questions qui ont été posées lors du diapo. Alors, pour la première question, nous avons est-ce qu'avoir un loin de terre pour sa production maraîchère perso est aussi efficace excusez-moi. S'il faut des compétences particulières, voire se tourner vers quelqu'un dont c'est le métier, n'est-ce pas l'opposé de l'accessible? Même si le spectateur comprend bien que faire monter en compétence est un point positif. Je ne sais pas si vous avez compris cette question. Ouais, alors oui, c'est ça. Si on dépend de quelqu'un d'autre, est-ce que c'est toujours accessible? En fait, c'est la question de à quel point on en est indépendant. Donc, par exemple, pour l'alimentation, ça vaut vraiment le coup de savoir faire les bases de l'alimentation, mais clairement, vous n'allez pas faire 2000 m² de céréales dont vous auriez besoin pour faire du blé, par exemple, vous-même. Mais en connaissant le producteur qui va pouvoir vous le fournir et le transformateur, et de manière générale, en fait, en n'ayant pas besoin, par exemple, d'un réseau logistique déjà pour pouvoir vous fournir en farine, en fait, on a déjà un petit peu gagné. Mais effectivement, dès qu'on donne un petit peu qu'on délègue un peu d'une certaine manière, ça perd en accessibilité, effectivement. Mais voilà, c'est un peu une balance entre ce qu'on peut faire soi-même et
et effectivement ce qu'on accepte en fait de perdre en accessibilité. Mais on peut le garder en fait à l'esprit. Tant qu'on a cette idée-là en tête, on peut avoir la petite alerte de se dire attends, mais en fait ce truc-là, si je le délègue, c'est vraiment dangereux, je perds en résilience, et donc je préfère le faire moi-même. D'accord. Nous passons maintenant à la prochaine question. Si jamais la réponse n'est pas claire, vous pouvez reformuler votre question. Pour la prochaine question, est-ce que la low-tech accepte l'utilisation de systèmes technologiques tels que les fils électriques et circuits imprimés? Ouais, clairement. Alors ça, ouais, selon les définitions, il y en a qui disent bah, s'il y a du numérique dedans, c'est forcément pas low-tech. C'est pas ma réponse. De toute façon, il n'y a pas des choses qui sont low-tech et d'autres qui ne sont pas. Par exemple, prendre le train pour le transport, pour moi, c'est une approche low-tech du transport, si on veut faire du transport à longue distance. Et clairement, il y a besoin de production électrique, de grosses lignes à haute tension, de métallurgie énorme et voilà, de grosses industries pour pouvoir le faire. Donc, ouais, clairement, la low-tech, ça n'est pas que du bricolage et pas d'électricité et pas d'électronique. C'est juste se poser la question de savoir est-ce que c'est utile à cet endroit-là. Par exemple, dans le cas des panneaux solaires thermiques, est-ce que c'est utile d'avoir des panneaux solaires photovoltaïques pour avoir 30% de rendement, faire de l'électricité, pour 10 mètres après transformer l'électricité en chaleur? Bah, peut-être qu'en fait, on peut utiliser la chaleur directement. Donc, c'est plus se poser la question de l'utilité, en fait, c'est ça, de l'électricité. Voilà. Mais c'est... Je vois dans le chat, il y a quelqu'un qui dit que c'est de la high-tech utile. C'est un peu ça. Au final, l'approche low-tech, ça peut être de dire des fois, bah, à cet endroit-là, on garde de la high-tech. Mais clairement, ouais, pour faire du métal, pour faire des miroirs, des vitres, on a besoin de grosses industries et on a besoin même pour faire des vélos, hein, on a besoin de technologies de pointe. Donc, ouais, au final, la solution est probablement un mix de choses qui sont complètement low-tech et de high-tech. Ok, bah, merci beaucoup pour cette réponse. Pour la prochaine question, nous avons, en plus des exemples empiriques cités, as-tu des recommandations de recherche qui tentent d'identifier cette échelle idéale entre l'artisanat et l'industrie pour d'autres produits ou branches? Alors, j'ai pas très bien compris la question. D'autres exemples de domaines dans lesquels ça pourrait s'appliquer? Oui, oui, à peu près ça, il me semble. Si jamais nous avons mal compris la question, je prie le spectateur qui a posé cette question de la reformuler dans le chat. En fait, c'est ça. Alors, je l'ai marqué sur la slide, sous la forme. Il faut une industrie qui est aussi petite que possible, mais aussi grande que nécessaire. Donc, tout ce qu'on a comme industrie, on peut essayer de le revoir, d'essayer de le réduire au minimum. Et à partir du moment où ça devient vraiment pas rentable d'un point de vue des ressources, d'un point de vue de ce que ça demande comme travail, d'un point de vue financier, de le faire, à ce moment-là, on s'arrête. Beaucoup d'exemples de transformation, par exemple alimentaire, ou de matériaux pour la construction, par exemple, peuvent être faits à un niveau, enfin, dans des petits ateliers, donc très décentralisés. Mais voilà, il y a certaines industries, mais elles ne sont pas très nombreuses en fait, où on a effectivement besoin, pour fabriquer les vitres, on ne peut pas passer par un souffleur de verre, on est obligé de passer par un bain d'étain qui fait 400 mètres de long, un bain d'étain fondu qui fait 400 mètres de long. Et donc là, dans ce cas-là, on a besoin d'une grosse usine. Et donc on aura une usine pour, je sais pas, quelques régions, quelques départements, quoi. Mais s'il y a des choses qu'on peut faire à très petite échelle, et ben, il vaut mieux, ouais, pour gagner en résilience, avoir un maximum de tout petits acteurs qui maillent le territoire pour l'accomplir. J'ai vu que pendant que vous répondiez à la question, l'auteur de la question en fait a reformulé sa question. En fait, il s'agissait de savoir comment on identifie en fait la bonne échelle et s'il y a des chercheurs qui réfléchissent à ça, et si les lobbies industriels ont intérêt à ce qu'on étudie cette question d'échelle.
Ouais, alors comment identifier la bonne échelle? Il y a un livre dont l'auteur m'échappe, qui s'appelle Une question de taille, je crois, qui parle de ça justement. Et donc il y a effectivement, alors j'ai pas de référence à vous donner, mais il y a effectivement des chercheurs qui ont réfléchi et qui doivent toujours réfléchir à ça. Et effectivement, c'est pas dans l'intérêt des grandes entreprises de faire des plus petits ateliers, des plus petites entreprises, mais c'est parce que c'est aussi une question de choix, de pouvoir aussi démocratique, c'est-à-dire qu'en ayant plein de petits acteurs, effectivement, on n'a plus vraiment la main sur ce que, enfin, il n'y a plus un acteur centralisé qui a la main sur tout le système alimentaire, par exemple. Voilà. En France, il faut le savoir, par exemple pour l'alimentation, il y a 5 centrales d'achat. Donc il y a 5 entreprises en France qui contrôlent la totalité de ce qu'on mange. Ce qui est problématique en fait d'un point de vue, de la résilience, c'est très problématique parce que si leurs plateformes sont bloquées à ces 5 entreprises-là, ou pour une raison inconnue elles disparaissent, ou voilà, peu importe, et ben ouais, c'est un gros souci de résilience. Ouais. D'accord. Je pense que la question a été répondue. Du coup, on passe à une autre question. L'auteur de cette question, en fait, est bien d'accord en fait avec la définition de l'effet rebond, mais il a l'impression que l'expression devient de plus en plus à la mode et qu'on s'en sert pour parler de tout et n'importe quoi. Est-ce que euh, pour vous, en fait, c'est le même constat que ce spectateur? Euh, L'effet rebond n'est pas forcément toujours très bien compris, mais la plupart des usages que j'en vois, en fait, correspondent pas mal à la définition. En fait, il y a énormément d'effets rebonds. Euh, et on se pose pas souvent la question, ouais, justement, de savoir est-ce que c'est l'effet rebond. Il y a quelques jours, il y a une analyse, alors j'ai pas été voir le détail, mais des gains de la rénovation énergétique en Allemagne, la rénovation énergétique des bâtiments. Et il se trouve que tous les efforts qui ont été mis pour rénover les bâtiments, en fait, ont été complètement perdus parce que en fait, au final, les gens ont chauffé plus chez eux. Donc là, c'est complètement aussi un effet rebond. Après, je ne sais pas si le participant qui a une idée en tête, un exemple de quelque chose qui est appelé effet rebond alors que ça n'en est pas. Mais en fait, ouais, au final, pour peut-être reformuler mon idée, il y a des effets rebonds vraiment partout. Et c'est pas bizarre qu'on en parle de plus en plus parce que en fait, c'est largement invisible jusqu'à présent. Et donc, c'est pas du tout impossible qu'on découvre plein d'effets rebonds de partout. D'accord. J'espère que cette réponse était pertinente. Pour la prochaine question, en fait, ce spectateur se demande si avoir un coin de terre pour sa production maraîchère perso est aussi efficace et à faible impact que celle d'un maraîcher local dans les 10-50 km aux alentours. Ouais, en fait, alors pour le maraîchage, en fait, vous pouvez aller voir, visiter les exploitations maraîchères à proximité de chez vous. Si c'est un maraîcher local, en fait, les surfaces sont déjà pas énormes. C'est des exploitations de quelques hectares. Parce que le maraîchage est de toute façon assez intensif en main-d'œuvre, en fait. Et au final, les méthodes que vous pourriez adopter à votre échelle dans votre potager seraient assez similaires à ce que ferait un maraîcher. Il y a pas mal de choses qu'un maraîcher ne peut pas mécaniser, c'est beaucoup de travail manuel. Et donc, il n'y a pas tant que ça d'effet d'échelle en fait, à faire appel à un maraîcher qu'à le faire soi-même. Mais si vous ne voulez pas vous lancer tout de suite à faire du maraîchage, eh ben, une première étape, ça peut être de relocaliser vos fournisseurs de nourriture en fait. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter des choses qui viennent de loin et de les acheter en supermarché, eh ben, vous allez voir sur le marché du coin et puis vous trouvez le producteur qui est à 10 bornes de chez vous. Et, et déjà, ça vous rapproche en fait de la production. Peut-être qu'un jour où il va faire des portes ouvertes, vous allez aller visiter son exploitation et comme ça, vous allez voir comment ça pousse, etc. Et voilà. Et si un jour, en cas de pépin, vous ne pouvez plus mettre d'essence dans votre voiture, et ben, vous pouvez aller chercher quand même vos légumes en vélo. C'est déjà pas mal. Ok, merci beaucoup. Alors,
Une question intéressante, c'est que peuvent faire les gens, en fait, pour justement penser à low-tech, s'ils sont dans le design et dans le numérique, si vous avez une idée de ce qu'ils peuvent faire, justement. Alors, dans le design, j'ai pas beaucoup réfléchi à ce domaine-là, mais il y a certainement des choix qui peuvent être faits. En tout cas, ouais, à partir du moment où on a un petit pouvoir de décision en entreprise, par exemple, on a moyen de faire bouger les choses. Je sais en l'ayant observé, que les ingénieurs, par exemple, sous-estiment le pouvoir qu'ils ont en entreprise, le pouvoir de décision en fait qu'ils ont. Ils ont l'impression de ne pas avoir la main sur les décisions, alors qu'en fait, c'est eux qui proposent des solutions. Donc, il y a clairement des choses à faire. Dans le numérique, qu'est-ce qu'il y a à faire? En fait, il y a énormément de choses. Il y a pas mal de publications à ce propos-là. Vous pouvez rechercher ce que raconte Gauthier Roussel, qui est un peu spécialisé dans un genre de low-tech numérique. Mais oui, il y a par exemple, dans le numérique, les actions qui peuvent être mises en place, c'est surtout sur la manière d'utiliser le numérique. Allonger énormément la durée de vie des appareils. Essayer autant que possible de faire attention à comment est-ce qu'ils sont produits. Mais le problème du numérique, c'est qu'on n'a pas beaucoup la main là-dessus. Mutualiser les appareils. Faire très attention à leur fin de vie, qui sont aussi très polluantes. Voilà. Et donc, il y a quelques exemples. Alors, les noms m'échappent, mais d'entreprises qui, justement, alors, vont plutôt faire de l'économie de la fonctionnalité avec du numérique, par exemple. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter des appareils, ces entreprises-là vont s'occuper de louer les appareils et de s'occuper de leur fin de vie, de leur maintenance, de leur réparation, etc. Donc, dans le numérique, si on développe un produit numérique, ça peut être, par exemple, d'améliorer un maximum l'indice de réparabilité de l'appareil. Depuis le début de l'année, il y a cet indice-là qui a été mis en place par l'État français sur quelques appareils, mais ça va s'élargir à tous les appareils numériques et électriques d'ici quelques années. Qui indique à quel point les pièces de rechange sont disponibles, à quel point est-ce qu'on peut ouvrir l'appareil et modifier juste un composant. Et voilà. Et donc ça, cet indice-là, ça peut être aussi une action dans le numérique, réussir à maximiser cet indice-là en fait. Et merci Nicolas dans le chat pour toutes les références, effectivement. Oh, nous remercions bien évidemment Nicolas. Du coup, on passe à la prochaine question. Qu'est-ce que tu entends, Mewen, par améliorer l'autonomie des collectifs? Alors, améliorer l'autonomie des collectifs, c'est plutôt améliorer l'autonomie en collectif. En fait, ça peut être une réaction, en fait, quand on voit les soucis qu'ils nous peuvent donner, de se dire, c'est le réflexe un peu survivaliste, je vais maximiser mon autonomie individuelle. En fait, c'est très compliqué, ça, parce qu'il faut justement maîtriser beaucoup de savoir-faire. Alors, c'est quelque chose qu'on peut essayer de rechercher, mais en tout cas, il ne faut pas oublier qu'on est entouré de personnes. Il y a des personnes avec des compétences un peu partout. Donc, il vaut mieux essayer de penser son autonomie en tant que collectif qu'individuellement. Ça peut être avec les habitants de son quartier, s'arranger pour justement mettre en commun un terrain et avoir un jardin pour le quartier. Ça peut être que, je sais pas moi, un tel dans le quartier fait toujours des confitures parce qu'il a des fruitiers dans son jardin et que du coup il est fournisseur de confitures pour tout le quartier. C'est ça que j'entends en fait. C'est ne pas oublier qu'on n'est pas seul et qu'en fait la résilience elle peut se penser complètement à plusieurs. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Nous passons à la prochaine question, qui est est-ce que
est-ce que c'est possible que dans la low-tech, en fait, nous soyons parfois confrontés à faire des compromis entre les trois objectifs, faire quelque chose d'utile et de durable, mais pas forcément accessible dans un premier temps? Je ne sais pas si vous avez compris la question. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça, en fait, la low-tech, c'est un peu comme ce que disait Philippe Hughes hier soir, c'est un peu comme le zéro déchet. C'est-à-dire que c'est un idéal qu'on ne pourra jamais atteindre. Et donc, si on a déjà toutes ces facettes-là de la low-tech à l'esprit, même si on n'arrive pas à l'atteindre complètement tout de suite, en fait, déjà, si on se dirige vers ça, c'est pas mal. De savoir qu'on a développé une solution qui est utile et durable, mais qui n'est pas encore accessible, et ben, ça veut dire que ça va être le prochain sujet à traiter, et que ben, peut-être que justement, en ayant un peu plus d'expérience, a priori, on pourra rendre cette solution-là accessible. C'est ouais, c'est pas du tout incompatible. Il y a des, c'est ça, il y a des low-tech ou des techniques qui ne peuvent être que moyennement accessibles vu le savoir-faire et les connaissances qu'elle requiert. Donc ouais, c'est complètement possible de commencer par ça et de dire bah bon c'est un peu low-tech mais il me manque l'accessibilité quoi. Ok. On ne demande pas d'être parfait. Pardon? On ne demande pas d'être parfait tout de suite. Bien évidemment, ça prend du temps, ce genre de processus. Du coup, nous passons à la prochaine question. Pourquoi accommoder la définition du low-tech à ce que l'on veut conserver dans nos sociétés? Pourquoi ne pas assumer en fait sa définition de base, euh, sa définition de base, celle qui respecte de façon absolue l'utile, le durable et l'accessible, et qu'on assume d'être en fait à côté de la plaque euh, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il faut pas se précipiter et estampiller low-tech les technologies qu'on a actuellement. Clairement, l'usage de la voiture, par exemple, qu'on a aujourd'hui, n'est pas du tout low-tech. Donc, en fait, il faut faire une croix dessus et probablement, en fait, que les déplacements low-tech n'impliquent pas du tout ou pratiquement pas la voiture. Euh, mais euh, pour moi, la low-tech, c'est aussi une manière d'évoluer à partir de l'état actuel des choses, en fait. Ça n'est pas complètement jeter du jour au lendemain tout ce qu'on a, tout l'état actuel, parce que pas parce qu'il est mauvais et qu'on le trouve justement largement perfectible, mais parce que justement on risque de tomber dans cet effet parc là, de vouloir tout jeter et avoir au final plus d'impact en essayant de tout changer que justement en partant de ce qui existe déjà et en se disant bah, en fait ce qui est déjà sur place, bon, si on allait le refaire de zéro, ben, on le referait pas comme ça parce que ça a beaucoup d'impact, mais ça aurait plus d'impact d'en changer maintenant, donc on va plutôt le laisser pour l'instant et voir comment est-ce qu'on peut le faire évoluer sans, ouais, sans s'enfoncer trop. C'est ouais, ne pas oublier l'état actuel des choses en fait. Même si on n'est pas d'accord avec, il faut quand même le prendre en compte au moment de changer. D'accord. Du coup, en fait, nous avons une remarque qui est plutôt pertinente. Alors, Mewen, tu es un ingénieur low-tech et vidéaste. Être plutôt ingénieur low-tech et podcasteur ne serait-il pas, en effet, ne serait-il pas plutôt low-tech numérique comme définition? Ouais, c'est vrai. Euh, mais ce que j'aime dans la vidéo, c'est l'impact de l'image en fait. Mais je suis complètement d'accord. A priori, je pense que mon métier de vidéaste un jour va disparaître en fait. Enfin, j'aimerais qu'un jour mon métier de vidéaste disparaisse, qu'on n'en ait plus besoin. Mais pour l'instant, c'est ce qui a le plus d'impact, je trouve, pour transmettre par les émotions et par de belles images euh, ces valeurs-là. Donc complètement, c'est pas le métier le plus low-tech du monde absolument. Effectivement, c'est très, très
pertinent comme remarque. D'accord. Du coup, on passe à une question en fait plus pratique. Si on souhaite en fait créer une entreprise low-tech, comment cela se passe? Est-ce qu'il y a des dispositifs d'accompagnement? Est-ce que l'État fournit des aides ou des choses dans le genre? Pas spécialement estampillé low-tech. Pour l'instant, les instances gouvernementales déjà connaissent assez peu la low-tech et en sont à plutôt un développement assez tôt en fait de la low-tech, notamment l'ADEME qui a fait un appel à manifestation d'intérêt. Donc c'est vraiment le tout début de certains projets justement pour développer les low-tech. Ça se pourrait que d'ici quelques mois ou années, il y ait des outils dédiés. Mais il y a déjà énormément en fait d'aides qui existent pour créer des entreprises et notamment créer des entreprises qui permettent d'économiser de l'énergie, assez moins pour économiser des ressources. Mais ouais, complètement. En plus, les entreprises low-tech peuvent rentrer dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Et pour ça, il y a des accompagnements qui sont proposés, par exemple, par les adresses ADDRE2S, si je ne me trompe pas, qui sont des associations qui accompagnent gratuitement les entrepreneurs ou les associations qui veulent lancer des projets dans ce domaine-là. Après, ça dépend pas mal du domaine en fait, de l'entreprise. Il va y avoir des aides dédiées rapport aux organismes qui sont proches de ces sujets-là. Là, j'ai pas le détail. Merci pour cette réponse et on passe directement à la prochaine question qui est plutôt pertinente également. Est-ce qu'il n'y a pas en fait un risque aujourd'hui de confondre low-tech et éco-conception, dans le sens où c'est une amélioration du high-tech? Ah ouais. Pour moi, l'éco-conception, c'est vraiment un petit peu des éco-gestes. C'est pas du tout une approche globale, c'est une approche très spécifique au développement d'un produit. L'éco-conception dans le numérique, par exemple, ça se concentre beaucoup sur le fait d'avoir du logiciel qui est efficace, qui est léger, etc. Pour moi, c'est pas vraiment une approche globale. Notamment, l'éco-conception ne remet pas en cause l'utilité de ce qu'on est en train de faire. Si on est en train de faire quelque chose de complètement inutile, ça peut être l'éco-conception. D'ailleurs, il y a un truc qu'il faut que je précise, maintenant que j'y pense, sur l'utilité. C'est pas forcément de l'utilité vitale, pour moi, la low-tech. Ça peut être de l'utilité culturelle, par exemple. Pour moi, le théâtre, le cinéma et les divertissements peuvent être low-tech. Mais on va, par exemple, encourager des festivals de musique, de petites scènes acoustiques un peu partout, plutôt que des gros festivals consommateurs d'énergie et très centralisés, par exemple. Il y a aussi une manière low-tech d'approcher la culture. Alors du coup, j'ai un peu divergé. J'espère que j'ai répondu à la question sur l'éco-conception. Personnellement, je trouve que c'était clair. Je ne sais pas si le spectateur en est satisfait. Il pourra se manifester si jamais ça ne le convient pas. Pour l'instant, il nous reste 5 minutes pour malheureusement finir la conférence. Du coup, il nous reste en fait une question que je me posais justement en fait dans votre conférence. En fait, vous parlez en fait de ce qui est utile. Mais du coup, comment on fait pour en fait différencier cet utile avec les besoins en fait classiques tels qu'on les connaît? Ouais, alors ça, la question de l'utilité, c'est assez. Alors il y a des philosophes qui y réfléchissent. Il y a la pyramide de Maslow qui est assez connue, mais qui a pas mal de problèmes. Il y a une matrice d'un chercheur dont j'ai oublié le nom, qui est un peu plus précise là-dessus. Mais même si on n'a pas une définition très précise de qu'est-ce qui est utile ou pas, rien que se poser la question, pour moi, c'est déjà suffisant en fait. Pendant quelques années, j'ai travaillé donc, dans la voiture autonome, donc complètement high-tech pour le coup. Et je me suis aperçu que personne ne s'était posé la question de l'utilité de la voiture autonome.
Mais et là, pour le coup, c'était même pas la question de savoir, ouais, est-ce que c'était, enfin, ça remplissait un besoin sur la pyramide de Maslow, etc. C'est vraiment, c'était jamais posé la question de savoir est-ce que c'était utile ou pas. En fait, ce qu'ils se disent, c'est la voiture autonome va permettre de réduire le nombre d'accidents. Bon, moi, je trouvais que c'était quand même beaucoup de jus de cerveau, beaucoup d'énergie, de ressources. Ça demande de rajouter au moins un PC de gamer dans la voiture pour réussir à la rendre autonome, voire deux, ce qui est pour moi gigantesque, complètement surdimensionné, pour au final, je pense, sur les 3 ou 4 000 morts par an sur les routes en France, allez, on va gagner, d'ici 10 ans, on va gagner 10% peut-être grâce à la voiture autonome, et encore. Donc pour moi, c'est un effort gigantesque pour un bénéfice qui n'est pas du tout garanti. C'est beaucoup croire que la technologie va nous sauver, alors que peut-être que la solution pour réduire le nombre de morts sur les routes, je ne sais pas, serait peut-être quelque chose de plus simple, comme baisser justement la vitesse sur les routes, qui permettrait en même temps d'économiser du carburant, qui augmente avec le carré de la vitesse, et puis avec la puissance pour l'accélération. Bref. Ou en faisant attention justement à ce que on conduise sans être alcoolisé ou ce genre de choses, qui créent beaucoup plus de morts et qui sont pour moi des leviers beaucoup plus efficaces en fait pour ça. Et donc pour moi, c'est pas la bonne manière, la bonne stratégie pour résoudre le problème de la mortalité sur les routes. Il y en a d'autres leviers qui sont pour moi beaucoup plus efficaces. Et en plus de ça, je parlais d'externalités positives. La voiture autonome va probablement permettre à tout le monde de voyager plus, enfin de faire plus de kilomètres, parce qu'en fait, ça rend ça dégage du temps pendant le transport, donc on va pouvoir faire plus de kilomètres et habiter plus loin parce que on peut faire autre chose pendant la voiture, pendant que la voiture nous déplace. Et surtout, ce qui est l'énorme externalité négative, c'est que c'est pas au niveau de la voiture individuelle en fait, ça va être au niveau des transports de personnes et de marchandises professionnelles. Les taxis vont se retrouver à tous être virés parce que du jour au lendemain, on va pouvoir les remplacer par des voitures autonomes. Et surtout, les camions n'auront plus besoin de conducteurs, n'auront plus besoin d'heures limites le conducteur a conduit X heures, donc il faut qu'il fasse une pause. Si le camion est complètement autonome, on peut le mettre sur un bout de la route de la soie en Chine, l'envoyer faire ses kilomètres sans arrêt jusqu'à l'Europe, parce que maintenant il y a une autoroute qui relie la Chine et l'Europe, et on est bon. Et là, pour moi, on atteint le top de l'externalité négative, c'est-à-dire que les véhicules autonomes vont permettre de transporter, de mettre plus de camions sur les routes. Donc là, on n'a même pas eu besoin de se poser la question de savoir est-ce que c'était utile de déplacer des machines, enfin des marchandises et des personnes. Là, c'est est-ce que c'est utile de développer la voiture autonome? Et très rapidement, en grattant un peu, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'externalités négatives et qu'en fait, il vaudrait mieux utiliser d'autres leviers pour résoudre ces soucis-là. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'une définition très stricte de l'utilité. Déjà, rien que se poser la question, ça aide déjà beaucoup à remettre en question justement la solution qu'on est en train d'étudier. D'accord, merci pour cette réponse. Nous avons une demande de précision qui malheureusement devra se faire assez rapidement vu qu'il est 13h. En fait, pour les collectifs de tout à l'heure, en fait, la dame qui a posé cette question voudrait savoir en fait si qu'est-ce que tu entends par collectif? Est-ce que c'est à l'échelle d'un village, d'une région, d'un pays? Pour moi, c'est à petite échelle. C'est assez petite échelle. Historiquement, avant qu'on ait des moyens de communication et de transport énormes, qui sont beaucoup basés sur un robinet énergétique sans fin, le collectif, c'était la centaine de personnes qui vivaient autour de nous. Donc soit le quartier ou le village ou le bout de ville dans lequel on vit, mais pas beaucoup plus loin. Après, on a quand même toujours de l'énergie, etc., et des ressources qui nous permettent d'avoir un peu de transport, si c'est pas complètement indispensable, et donc on peut essayer de fonctionner en collectif à un peu plus grande échelle. Mais plus l'échelle va être grande, plus a priori on perd en résilience
notamment en dépendant d'un réseau de transport et de logistique, quoi. Ok, merci beaucoup pour votre intervention, Mewen. Au nom de toute l'équipe organisatrice de la COP, nous te remercions. Nous remercions aussi les spectateurs d'être présents. Et si jamais tu as un mot de la fin. Et je tiens aussi à préciser que Nicolas a mis une série de liens utiles qui sont extrêmement pertinents et que nous avons mis le site de Mewen dans le chat. C'est très très intéressant. Les vidéos sont vraiment très très instructives. Nous vous recommandons de faire un petit tour dessus. Ou si tu as un mot de la fin. Ouais, déjà merci à tout le monde d'être venu et d'avoir écouté et d'avoir posé des questions. C'était ma première conférence, donc merci d'avoir été actif et tolérant. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent à la suite, donc là vous avez mon site, vous avez mon contact sur mon site, vous pouvez m'envoyer vos questions. Et si jamais vous voulez que je refasse une intervention, que je vous explique sous forme d'un atelier des choses que je n'ai pas trop eu le temps de creuser maintenant, n'hésitez pas à me dire. Et puis voilà, si vous cherchez des contacts ou si vous cherchez des ressources, pareil, vous pouvez aussi me contacter. Je me ferai un plaisir de vous donner des références et compagnie. Voilà, merci à tout le monde. Merci à tout le monde, pardon. Merci à tous. Nous tenons aussi à vous rappeler que la conférence sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la COP2 étudiante. Nous vous souhaitons une bonne journée, un bon dimanche et à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, Ewen.